Pendant la Seconde Guerre mondiale, les puissances alliées ont envoyé des dizaines de femmes comme agents secrets dans les territoires occupés par les nazis. Ils travaillaient seuls, sans uniforme, sous de fausses identités. Leur travail était crucial. Maintenir le contact avec les Alliés, coordonner les largages d'armes, soutenir la résistance. Le Troisième Reich ne les considérait pas comme des combattants. Ils ont été classés comme espions illégaux. Lorsqu'ils ont été capturés, ils étaient au-delà de toute protection légale. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été enregistré et peu de personnes ont survécu pour raconter l'histoire. Que s'est-il passé après la capture? Pourquoi les conventions internationales n'ont-elles pas été appliquées? Comment est-il possible que des dizaines d'agents aient disparu sans laisser de traces au milieu de l'Europe occupée? Espions féminins, le cauchemar invisible du Troisième Reich. La Seconde Guerre mondiale ne s'est pas déroulée uniquement sur des champs de bataille conventionnels. Dans le même temps, un conflit secret de renseignement, de sabotage et d'opérations clandestines se développait. En 1940, le gouvernement britannique crée le Special Operations Executive, SOE, avec pour mandat de mener des opérations de sabotage, d'espionnage et de subversion dans les territoires occupés par le Troisième Reich. L'une des principales innovations du SOE fut le recrutement de femmes comme agents de terrain. La raison était opérationnelle. Dans les territoires occupés, les hommes en âge de porter les armes étaient immédiatement suspectés, tandis que les femmes pouvaient se déplacer plus librement. Les agents féminins étaient formés à la cryptographie, à la communication radio, aux explosifs, à l'évasion, au parachutisme, au combat au corps à corps et à la résistance aux interrogatoires. Le SOE a déployé des opérateurs radio, des messagers, des coordinateurs de sabotage et des agents de liaison de la résistance dans plusieurs pays européens, notamment en France. Beaucoup d'entre eux opéraient sans uniforme, habillés en civil et dans un isolement complet. Le travail comprenait la transmission de messages codés, le transport d'armes, l'organisation d'attaques contre des cibles allemandes et la coordination des largages aériens alliés. La Gestapo et le Sicherheitsdienst ont développé des méthodes spécifiques pour détecter ces activités. Ils ont utilisé des équipes mobiles de radiogoniométrie pour suivre les transmissions, ont mené des raids systématiques dans les villes et les villages et ont organisé des réseaux d'informateurs pour identifier les schémas de déplacement inhabituels, en particulier les femmes seules transportant des objets suspects, tels que des valises lourdes ou du matériel radio. Une fois capturés, les espions n'étaient pas traités comme des prisonniers de guerre. La Convention de Genève ne s'applique pas aux civils engagés dans des activités d'espionnage en territoire ennemi. Les femmes ont été classées comme agents illégaux et transférées dans des centres de détention et d'interrogatoire. L'un des plus importants était le quartier général de la Gestapo, avenue Foch, à Paris, où des méthodes d'interrogatoire systématiques étaient utilisées, notamment des coups, la privation de sommeil, des menaces d'exécution, des simulations de fusillade et des manipulations psychologiques. Ceux qui n'étaient pas exécutés immédiatement étaient transférés dans le système des camps de concentration. Le principal centre de détention pour femmes du Reich était Ravensbrück, situé à 90 km de Berlin. Là, les agents étaient maintenus dans des conditions de travail forcées, de surpopulation, de malnutrition et d'isolement. La plupart des espions capturés étaient enregistrés sous la catégorie Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Une directive émise par Hitler en 1941 qui autorisait la disparition sans procès ni enregistrement officiel des prisonniers classés comme menaces politiques. Ces femmes ont été effacées du système judiciaire. Ils ne pouvaient pas recevoir de correspondance, leur pays d'origine n'était pas informé de leur lieu de détention et leur nom n'apparaissait pas sur les listes de prisonniers. Certains furent emmenés à Dachau, Buchenwald ou dans d'autres camps pour être exécutés. Dans plusieurs cas documentés, des exécutions ont eu lieu sans préavis, sans procès et sans procès verbal officiel. La méthode la plus courante consistait à tirer une balle dans la nuque dans les cours des camps de concentration. Les corps ont été incinérés immédiatement. Les archives du SOE font état d'au moins 39 agents féminins déployés en France. Un nombre important d'entre eux ont été capturés, interrogés et exécutés dans le cadre du système nuit et brouillard. Les archives récupérées après la guerre par les forces alliées et les recherches d'après-guerre ont permis d'établir les noms, les lieux et les dates approximatives de décès de plusieurs de ces femmes.
La plupart d'entre eux ont été arrêtés entre 1943 et 1944 et exécutés entre fin 1944 et début 1945 sans procès ni procédure régulière. Le traitement des espionnes capturées par le régime nazi comprenait des interrogatoires sans limite légale, la classification comme cible de disparition, l'isolement cellulaire prolongé, le travail forcé, la privation systématique de nourriture, le transfert entre les camps sans enregistrement, l'exécution extrajudiciaire et la destruction immédiate du corps sans retour aux proches ni enregistrement officiel du décès. La mise en œuvre du système Narton-Nebel, l'exclusion de ces femmes du statut de combattantes légales et le recours systématique à la disparition et à l'exécution sans procès constituaient la principale méthode opérationnelle du régime nazi contre les femmes agents capturés du SOE et d'autres réseaux d'espionnage alliés. Noor Khan, l'espion qui a affronté le Reich. Noor est né le 1er janvier 1914 à Moscou, au carrefour improbable des cultures, des religions et des philosophies. Son père, Hazrat Inayat Khan, était un musicien indien et professeur soufi, descendant direct de Tipu Sultan, le légendaire dirigeant de Mysore qui résista au colonialisme britannique. Sa mère, Ora Ray Baker, une Américaine qui a adopté le nom d'Amena Begum lors de son mariage, venait d'une famille dont les racines étaient ancrées dans le mouvement transcendentaliste américain. De ce mariage exceptionnel est née une fille destinée à défier toutes les catégories conventionnelles. La famille Khan s'installe à Londres peu après la Révolution russe et s'installe finalement à Suresnes, près de Paris, où Noor et ses frères et sœurs grandissent dans une atmosphère de contemplation spirituelle, de musique et de littérature. La Villa Fazal Manzil, sa demeure en dehors de Paris, devint un centre de diffusion du soufisme en Occident, attirant artistes, philosophes et chercheurs spirituels. Dans cet environnement de raffinement culturel et de profondeur spirituelle, Noor a développé une personnalité distinctive, introvertie mais intensément empathique, délicate dans ses manières mais inébranlable dans ses convictions. Elle a étudié la psychologie de l'enfant à la Sorbonne et la musique au Conservatoire de Paris, où elle a maîtrisé la harpe et le piano. Sa sensibilité artistique l'a également conduite vers l'écriture. En 1939, il publie 20 contes de Jataka, des adaptations d'histoires bouddhistes pour enfants, où sa philosophie de la non-violence et de la compassion universelle est capturée à chaque page. Le monde idyllique de Noor s'effondre lorsque les chars allemands franchissent les frontières françaises en 1940. La famille fuit d'abord à Bordeaux, puis en Angleterre, où elle vit une profonde crise existentielle. Les principes soufis de paix universelle qu'il avait adoptés tout au long de sa vie semblaient insuffisants face à la menace existentielle du nazisme. Dans une lettre à son frère Vilayat, il écrivait « Toutes mes convictions sont mises à l'épreuve. À quoi bon parler d'amour universel si nous ne défendons pas ceux qui sont écrasés? Parfois, l'inaction devient complicité. » Alors qu'elle était aux prises avec ses dilemmes moraux, Noor s'est portée volontaire pour la Women's Auxiliary Air Force, WAAF, où elle a été formée comme opératrice radio. Ses capacités exceptionnelles, il parlait couramment 4 langues, avait une formation musicale qui facilitait l'apprentissage du code Morse et possédait une mémoire photographique des codes et des fréquences, ont rapidement attiré l'attention du Special Operations Executive. Après avoir terminé sa formation, Noor est devenue la première femme opératrice radio envoyée en France occupée. Dans la nuit du 16 juin 1943, elle est parachutée près d'Angers sous le nom de code Madeleine. Leur mission était de rejoindre le circuit Prosper à Paris, l'un des plus importants groupes de résistance coordonnés par le SOE. Le destin lui réservait une terrible épreuve. Peu après son arrivée, le circuit Prosper est démantelé par la Gestapo. Des dizaines d'officiers ont été arrêtés, des maisons sécurisées compromises et des dépôts d'armes confisqués. Ce fut l'un des coups les plus dévastateurs portés à la résistance, probablement le résultat d'une infiltration. Le SOE, conscient du danger extrême, lui ordonna de retourner immédiatement en Angleterre. C'est ici que la véritable stature morale de Noor apparaît. Contrairement à d'autres décisions héroïques prises dans le feu de la bataille, la sienne était froidement délibérée. Je savais que j'étais le seul opérateur radio encore en activité à Paris.
Si elle partait, la communication entre la résistance et Londres serait complètement coupée. Dans une transmission cryptée, il a communiqué sa décision. « Je ne peux pas abandonner mes collègues français. Quelqu'un doit garder la ligne ouverte. » Pendant les 4 mois suivants, Nour vécut une existence fantomatique dans les rues de Paris. Il changeait constamment d'apparence et d'adresse, transportant son lourd équipement radio dans une valise ordinaire. Les transmissions étaient extrêmement dangereuses. Les Allemands avaient déployé des fourgons équipés de détecteurs radio capables de trianguler un signal en quelques minutes. Chaque message envoyé était potentiellement le dernier. Le 13 octobre 1943, la chance de Nour tourna. Elle fut trahie par René Gary, sœur d'un résistant, peut-être par jalousie ou à cause de la récompense de 100 000 francs que les Allemands offraient. La Gestapo encercle son appartement de la rue de la Faisanderie et l'arrête. Grâce à lui, ils ont capturé son livre de code, qui contenait toutes ses fréquences et ses temps de transmission, un coup dévastateur pour la sécurité des communications alliées. Nour fut confié à Hans Joseph Kiefer, chef de la section de contre-espionnage à Paris, qui employait des méthodes combinant pression psychologique et promesses de traitement préférentiel. Contrairement à d'autres prisonniers qui ont été brutalement torturés dès le premier jour, Nour s'est vu initialement proposer sa coopération. Kiefer, impressionné par ses manières aristocratiques et sa noble ascendance indienne, a tenté de la transformer en agent double. Il lui a montré des preuves que ses contacts avaient été arrêtés et lui a assuré que son combat n'était plus inutile. Pendant des jours, il a alterné menaces voilées et traitements apparemment respectueux. Nour répondit par un silence qui laissa ses ravisseurs perplexes. Il n'a pas négocié, il n'a pas supplié, il a simplement refusé de parler de questions opérationnelles. Cette résistance passive, enracinée dans sa formation soufie, s'est avérée aussi efficace que la défiance directe envers les autres prisonniers. Finalement frustré, Kiefer ordonna des méthodes plus dures, mais n'obtint toujours aucune information utile. La détermination de Nour s'est révélée de façon spectaculaire lorsqu'après des semaines de captivité, il a tenté à 2 reprises de s'évader de la prison de l'avenue Foch. Lors de la 2e tentative, elle réussit à atteindre le toit avant d'être reprise. Ses actes, remarquablement audacieux pour quelqu'un auparavant décrit comme timide et fragile, ont mis ses ravisseurs en colère. Elle a été reclassée comme prisonnière extrêmement dangereuse et transférée en Allemagne dans des conditions de sécurité extrêmement élevées. En novembre 1943, Nour arrive à la prison de Pforzheim, où elle connaît un régime conçu pour briser même les âmes les plus fortes, l'isolement total. Pendant 10 mois, elle a été maintenue en isolement, pieds et poings liés, avec une nourriture minimale et aucune communication humaine. Cette méthode de torture, qui empêche les marques physiques visibles tout en détruisant la psyché du prisonnier, était considérée comme particulièrement efficace contre les femmes par les psychologues SS. Contrairement à l'interrogatoire, qui vise à extraire des informations, l'isolement prolongé a un objectif différent: anéantir l'identité et la volonté. Pour quelqu'un comme Nour, dont la vie était centrée sur les relations humaines, la famille, la musique, les contes, la privation de contact représentait une forme de tourment particulièrement cruel. Les seuls documents dont nous disposons de cette période sont les rapports du geôlier, qui note avec frustration que le prisonnier conserve une attitude incompréhensiblement sereine. L'acte final du drame de Nour a eu lieu en septembre 1944, lorsqu'elle a été transportée avec d'autres prisonniers au camp de concentration de Dachau. Le 13 septembre, sans procès ni prétention de légalité, elle a été emmenée dans l'arrière-cour du camp. Un témoin survivant, Eliane Plewman, a raconté plus tard que Nour avait été forcée de s'agenouiller puis exécutée d'une balle dans la nuque. Ses derniers mots, selon ce témoignage, furent « liberté ». Il avait 30 ans. Après la guerre, alors que les détails de sa mort apparaissaient progressivement grâce aux témoignages et aux documents récupérés, Nour Inayat Khan reçut des distinctions honorifiques à titre posthume: la croix de George britannique et la croix de guerre française avec étoile d'argent. En 2012, la princesse Anne d'Angleterre a dévoilé une statue en son honneur à Gordon Square, à Londres, le premier monument public au Royaume-Uni dédié à une femme musulmane. Nancy Wake, la femme qui a fait trembler la Gestapo,
Née le 30 août 1912 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Nancy a eu une enfance marquée par l'instabilité. Alors qu'elle n'avait que 2 ans, sa famille a déménagé à Sydney, en Australie, où son père a rapidement abandonné la maison, la laissant avec 5 frères et sœurs et une mère qui avait du mal à les soutenir. Cette expérience précoce de l'adversité a forgé en elle 2 qualités déterminantes, une indépendance farouche et un mépris des conventions sociales. À 16 ans, Nancy quitte l'école et commence à travailler. Avec ses économies, elle se lance dans un voyage qui la mènera d'abord à New York, puis à Londres, où elle étudiera le journalisme et finira par atterrir à Paris comme correspondante du groupe Hearst. Loin de se limiter à couvrir la mode ou la société, rôle habituellement dévolu aux femmes journalistes, Nancy s'est spécialisée dans la politique internationale. Ses rapports sur l'Autriche et l'Allemagne au milieu des années 1930 furent parmi les premiers à documenter les persécutions antisémites du régime nazi. « J'ai vu des hommes et des femmes attachés à des roues de charrette, battus en public parce qu'ils étaient juifs », se souviendra-t-il des années plus tard. « J'ai vu leur commerce détruit, leurs synagogues incendiées. Dès cet instant, j'ai su que le nazisme était mon ennemi. » En 1937, Nancy épouse Henri Fiocca, un riche homme d'affaires français. Installés à Marseille, ils menèrent une vie privilégiée qui aurait pu les isoler de la réalité politique. Mais lorsque les Allemands envahissent la France en 1940, Nancy n'hésite pas à tout risquer. Il a commencé à utiliser la Villa Fiocca comme point de transit pour les réfugiés fuyant l'occupation. Elle établit rapidement des contacts avec des réseaux d'évasion clandestins et devient l'une des principales coordinatrices des voies d'évasion vers l'Espagne. Contrairement à d'autres agents officiellement recrutés pour l'espionnage, Nancy est devenue espionne de sa propre initiative, poussée par une indignation viscérale contre l'occupation nazie. Sa méthode ne suivait pas non plus les protocoles établis. Il improvisait constamment, s'appuyant sur son ingéniosité, son attrait physique et son extraordinaire sang-froid pour contourner les contrôles et échapper aux soupçons. Cette phase initiale de leur résistance révèle un aspect important du contre-espionnage nazi, leur sous-estimation systématique des femmes. Malgré ses activités de plus en plus audacieuses, Nancy réussit à opérer pendant 2 ans sans être arrêtée, en partie parce que les officiers allemands ne pouvaient tout simplement pas concevoir qu'une femme élégante et sociable qui fréquentait les meilleurs restaurants de Marseille puisse être simultanément l'un des agents les plus efficaces de la résistance. Cependant, en 1943, sa réputation était devenue trop grande. La Gestapo la surnommait « la souris blanche » pour sa capacité à se défaire des pièges. Ils offrirent 5 millions de francs pour sa capture, l'une des plus hautes récompenses pour un résistant. Son nom figurait en tête de toutes les listes de personnes recherchées dans le sud de la France. Alors que la chasse à l'homme s'intensifiait, Nancy se lança dans l'une des évasions les plus extraordinaires de la guerre. Lors de ses 6 tentatives précédentes, elle avait été arrêtée au poste frontière. Au 7e, il traverse les Pyrénées à pied, par les chemins des bergers, en plein hiver. Ce fut 71 heures de marche continue à travers la neige et la glace avec des patrouilles allemandes à sa recherche active. À son arrivée en Espagne, elle fut brièvement détenue par les autorités franquistes, mais réussit à contacter le consulat britannique, ce qui facilita son transfert à Londres. Là, contrairement à ce qui s'est passé avec Noor Khan, dont les évaluateurs doutaient de son aptitude, les recruteurs du SOE ont immédiatement reconnu Nancy Wake comme une agente exceptionnelle. La phase de préparation a révélé une autre facette du caractère de Nancy. Cette femme, socialement expansive et même hédoniste, faisait preuve d'une discipline implacable. Il maîtrisait le parachutisme, le maniement des explosifs, la transmission du code Morse et le combat au corps à corps avec une efficacité qui étonnait ses instructeurs. Il excellait particulièrement dans le maniement des armes. Sa précision au pistolet était inégalée parmi les recrues féminines. Le 29 avril 1944, sous le nom de code Hélène, Nancy est parachutée en Auvergne, dans le centre de la France. Leur mission était de coordonner les largages d'armes pour la résistance locale et d'organiser les sabotages avant le débarquement de Normandie. Mais ce qu'il a découvert à l'atterrissage allait bien au-delà de ses ordres initiaux. Les maquis, guérilleros ruraux français de la région, étaient désorganisés, mal armés et manquaient de leadership efficace.
Nancy, dans un geste sans précédent pour une femme agent, a assumé le contrôle opérationnel direct de plus de 7000 résistants. Il a transformé un groupe dispersé de groupes en une force de combat disciplinée qui a mené des attaques coordonnées contre les garnisons allemandes, les infrastructures ferroviaires et les convois de ravitaillement. Cette période révèle une différence fondamentale dans l'approche de Nancy par rapport aux autres agents. Alors que la plupart opéraient dans le plus grand secret, elle adoptait une position de confrontation directe. Il ne se limitait pas à transmettre des informations ou à coordonner dans l'ombre. Il dirigeait personnellement des attaques, exécutait des embuscades et participait à des combats ouverts contre des unités allemandes. L'épisode le plus extraordinaire de la carrière de Nancy Wake s'est peut-être produit en juin 1944. Lorsque le réseau de communication de son groupe de maquis a été compromis suite à la capture de son opérateur radio. Incapable de contacter Londres pour coordonner les largages d'armes, Nancy s'est lancée dans un voyage à vélo de plus de 500 km à travers le territoire occupé, pédalant pendant 71 heures avec peu de pauses pour atteindre un autre poste de transmission. Cet exploit physique, comparable aux étapes les plus difficiles du Tour de France, a été accompli sous la menace constante d'être capturé avec de faux documents et en passant par d'innombrables points de contrôle. Lorsqu'il arriva enfin à destination, il envoya le message, dormit 6 heures et repartit pour son voyage de retour par un autre itinéraire. Les fournitures qu'il demande lui permettent d'armer son groupe pour la bataille décisive contre la 2e division Panzer SS, qui tente de se replier vers le nord après le débarquement de Normandie. Sous la direction de Nancy, le maquis infligea plus de 1400 pertes allemandes tout en ne perdant que 100 hommes. Cette période révèle un contraste significatif avec le cas de Nour Khan. Tous deux étaient opérateurs radio, mais tandis que Nour travaillait dans la solitude urbaine transmettant des informations, Nancy opérait dans un contexte rural et commandait directement des troupes irrégulières. Si Nour montre la guerre clandestine, Nancy représente la transition vers le combat ouvert qui a caractérisé la phase finale de l'occupation. Contrairement à la plupart des agents féminins du SOE, Nancy Wake a survécu à la guerre. Elle a été décorée par 5 pays. Elle a reçu la médaille Georges britannique, la médaille de la Résistance et la Croix de guerre française, la médaille présidentielle de la liberté des États-Unis et la médaille de la liberté avec palme de bronze. Des décennies plus tard, en 2004, elle a été nommée compagnon de l'Ordre d'Australie. Leur survie offre une perspective unique sur l'impact psychologique à long terme de telles opérations. Contrairement aux officiers masculins qui ont souvent reçu des postes gouvernementaux ou diplomatiques après la guerre, Nancy a eu du mal à se réintégrer dans la vie civile. « La guerre a ruiné ma vie normale », a-t-il avoué dans une interview. Une fois que vous avez goûté à cette poussée d'adrénaline, à ce sentiment absolu d'avoir un but, tout le reste semble ennuyeux. Cette difficulté de réadaptation reflète une réalité peu discutée concernant les femmes officiers. Après avoir joué des rôles traditionnellement masculins pendant la guerre, on attendait d'elles qu'elles retournent sans problème à des postes domestiques et subalternes dans la société d'après-guerre. Beaucoup, comme Nancy, ont trouvé cette transition impossible. En 1949, Nancy a tenté d'entrer dans la politique australienne en tant que candidate libérale, mais a été battue. Il retourne en Europe, où il travaille pour le service de renseignement de l'ambassade britannique à Paris. Il a publié ses mémoires « La souris blanche » 1985, qui ont initialement reçu peu d'attention. Ce n'est qu'au cours des 2 dernières décennies de sa vie que l'intérêt pour son histoire a augmenté de manière significative. Nancy Wake est décédée le 7 août 2011 à l'âge de 98 ans à Londres. Jusqu'au bout, il a conservé son esprit combatif et son dédain des conventions. Il avait demandé que ses cendres soient dispersées dans les collines d'Auvergne où il avait combattu avec son maquis. Denise Bloch, la juive qui a saboté Hitler. Alors que des agents comme Nancy Wake et Violette Szabó ont acquis une notoriété grâce à des actions spectaculaires, Denise représente la majorité des espions dont le courage consistait en une discrétion absolue, une cohérence méthodique et la construction patiente de réseaux qui soutiendraient la résistance. Née le 21 janvier 1916 à Paris, Denise est issue d'une famille juive profondément intégrée à la société française. Son père, Jacques-Henri Bloch, était un homme d'affaires respecté,
doté de solides relations dans le monde des affaires parisien. Contrairement à Noor Khan, dont l'enfance s'est déroulée dans une atmosphère de spiritualité et d'art, ou à Nancy Wake, dont l'enfance a été marquée par l'instabilité familiale, Denise a grandi dans un environnement de stabilité bourgeoise et d'éducation française classique. Cette normalité trompeuse cachait des qualités exceptionnelles. Un intellect analytique remarquable, la maîtrise de plusieurs langues, français, anglais, allemand, et une discrétion naturelle qui la rendait presque invisible dans n'importe quel contexte social, précisément ce que l'on recherche chez un agent infiltré. L'invasion allemande de 1940 a radicalement changé sa vie. En tant que juive, elle est instantanément passée du statut de citoyenne respectée à celui de cible de persécution. Son père et 2 de ses frères furent arrêtés et envoyés dans des camps de prisonniers de guerre. Denise, avec sa mère Suzanne et son jeune frère Jean-Claude, a commencé une vie nomade de fausses identités et de changements d'adresse pour éviter la déportation. Cette période révèle un aspect peu discuté du système de persécution nazi, la mort civile, qui précédait la mort physique de ces victimes juives. Avant même d'être arrêtés, les Juifs étaient systématiquement dépouillés de leurs biens, de leur profession, de leurs droits civiques et, en fin de compte, de leur identité même. Pour Denise, comme pour beaucoup d'autres, la première expérience de résistance n'a pas été un acte de sabotage, mais le simple fait de continuer à exister sous une fausse identité, refusant de disparaître comme le voulait le système. Après plus d'1 an de déplacements entre cachettes, la famille Bloch réussit à traverser la zone non occupée de la France et s'installe à Lyon. Là, au lieu de se limiter à sa survie personnelle, Denise a commencé à collaborer activement avec la résistance. Par l'intermédiaire de Jean-Maxime Aron, un ingénieur juif travaillant pour des réseaux clandestins liés aux Britanniques, il entre en contact avec des groupes qui aident les pilotes alliés abattus et les prisonniers évadés à s'échapper vers l'Espagne et la Suisse. Son rôle initial était purement logistique. Il délivrait des messages, servait d'agent de liaison entre les cellules et proposait occasionnellement son appartement comme refuge. Ce travail en apparence modeste exigeait un courage et un sang-froid remarquables. Chaque document qu'elle transportait, chaque message qu'elle transmettait était potentiellement une condamnation à mort s'il était découvert par les fréquents points de contrôle allemands. Un aspect qui distingue le cas de Denise Bloch de celui des autres officiers est la double menace à laquelle elle était confrontée. Pour des espions comme Noor Khan ou Nancy Wake, la capture signifierait une exécution pour espionnage. Pour Denise, une juive opérant sous une fausse identité, la capture signifierait 2 peines, celle d'espionne et celle de juive. Cela a augmenté le risque de manière exponentielle, car même une arrestation de routine pour des infractions mineures pourrait révéler sa véritable identité raciale et la condamner à l'expulsion. Après une brève détention en Espagne, où les autorités franquistes maintenaient une politique ambiguë envers les réfugiés juifs, Denise réussit à contacter des représentants britanniques qui facilitèrent son transfert à Londres. Là, au lieu de chercher un refuge sûr pour le reste de la guerre, il demanda à rejoindre activement le SOE. Les évaluateurs du SOE ont trouvé en elle des qualités différentes mais complémentaires de celles d'agents comme Noor ou Nancy. Si Noor apportait une sensibilité culturelle et Nancy une audace combative, Denise offrait une minutie organisationnelle et une capacité exceptionnelle à mémoriser les détails. Elle a été formée comme opératrice radio, le poste le plus dangereux dans l'espionnage de terrain. Alors qu'un coursier ou un saboteur pouvait passer inaperçu, un opérateur radio laissait toujours une signature électromagnétique détectable. Un messager peut cacher un morceau de papier, explique un manuel de formation du SOE. Un opérateur radio se cache, mais sa transmission est toujours visible. Le 2 mars 1944, Denise Bloch est parachutée près de Châteauroux aux côtés de Robert Benoist, célèbre pilote automobile devenu agent du SOE. Leur mission, sous le nom de code Ambroise, était de réorganiser les réseaux de résistance dans la région nantaise, après qu'ils aient été gravement endommagés par l'infiltration allemande. Pendant les 3 mois suivants, Denise servit de lien vital entre Londres et les groupes de résistance dispersés dans l'ouest de la France. Leur mission consistait à recevoir et à transmettre des codes pour les largages aériens d'armes et de fournitures, à coordonner les actions de sabotage et à faciliter l'évasion des agents compromis.
Il y parvenait en transportant son lourd équipement de transmission entre des fermes isolées, des églises abandonnées et des maisons sûres, toujours conscient que chaque transmission pouvait être détectée par des unités mobiles de radiopistage allemandes. La compétence technique de Denise était remarquable. Il avait développé un système qui lui permettait d'installer son équipement en moins de 3 minutes, de transmettre des messages codés en moins de 90 secondes et de disparaître avant que les détecteurs allemands ne puissent trianguler sa position. Cette aptitude technique, combinée à son apparence ordinaire, une jeune Française ordinaire qui pourrait être secrétaire ou vendeuse, comme l'a décrit un autre résistant, lui permettait d'opérer plus longtemps que l'opérateur radio moyen, dont l'espérance de vie dans le camp dépassait rarement 6 semaines. Le 18 juin 1944, peu après le débarquement de Normandie, le premier maillon de la chaîne est brisé. Robert Benoist est capturé à Paris après avoir été trahi par un collaborateur. Un jour plus tard, grâce à des informations obtenues de lui, la Gestapo localisa Denise dans une maison de campagne près de Sermaize. Elle a été surprise en pleine transmission, son équipement radio fonctionnant, preuve irréfutable d'espionnage. Transférée au siège de la Gestapo, avenue Foch à Paris, Denise est confrontée à un type d'interrogatoire différent de celui de Nour Khan. Alors que les Allemands avaient initialement tenté de transformer Nour en agent double, ils ont appliqué à Denise ce que les manuels internes appelaient la confrontation maximale, une violence physique immédiate combinée à une humiliation spécifique au sexe. La Gestapo n'appliquait pas un protocole unique, mais adaptait ses méthodes en fonction de son évaluation du prisonnier. Chez Denise, ils avaient identifié des qualités de résistance silencieuse similaires à celles de Nour, mais sans le contexte aristocratique qui avait initialement protégé cette dernière. À cela s'ajoutait sa judéité qui représentait pour les interrogateurs une confirmation de son cadre idéologique. Le lien imaginaire entre le judaïsme, le bolchevisme et la résistance qui hantait la pensée nazie. Pendant des semaines, Denise a subi des interrogatoires qui comprenaient des coups, des privations sensorielles et des menaces contre sa famille. Des rapports internes de la Gestapo, récupérés après la guerre, montrent la frustration de ses interrogateurs. La prisonnière fait preuve d'une obstination caractéristique de sa race. Elle maintient la même version malgré des preuves contraires. Nous recommandons une classification spéciale. Cette classification spéciale intervient en août 1944. Alors que les forces alliées approchent de Paris, Denise est transférée en Allemagne avec 2 autres agents britanniques, Violette Szabó et Lilian Rolf. Toutes les 3 furent envoyées directement à Ravensbrück, le plus grand camp de concentration exclusivement féminin du Reich. L'expérience de Denise à Ravensbrück diffère de celle des autres prisonniers politiques sur un point fondamental. En tant que juive, elle est confrontée à un double stigmate. Le système des camps de concentration nazis fonctionnait selon une hiérarchie interne des prisonniers, les juifs occupant l'échelon le plus bas. Bien que les 3 agents aient été classés comme prisonniers Nacht und Nebel et isolés du reste de la population du camp, Denise était en outre marquée de l'étoile jaune, ce qui signifiait des rations encore plus petites et un travail plus dur. Le 5 février 1945, Denise, Violette et Liliane sont séparées du reste des prisonniers. Un garde les a informés qu'ils seraient transférés dans un camp de travail moins sévère. C'était le mensonge standard qui précédait les exécutions. Il fut reconduit dans l'arrière-cour du crématorium du camp, où un officier SS les fit s'agenouiller un par un. Une balle dans la nuque a mis fin à chaque vie. Leurs corps ont été immédiatement incinérés. Denise Bloch avait 29 ans. Comme tant d'autres juifs assassinés pendant l'Holocauste, on lui a même refusé une tombe, un endroit où sa mémoire aurait pu être physiquement ancrée. Ses cendres ont été mélangées à celles de milliers d'autres victimes, dans une tentative d'effacer non seulement sa vie, mais la preuve même de son existence. Après la guerre, grâce aux témoignages de survivants et aux recherches inlassables du SOE, son histoire a été partiellement reconstituée. Le Royaume-Uni lui a décerné à titre posthume la mention élogieuse du roi pour sa conduite courageuse, et la France l'a décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre et de la Médaille de la Résistance.
Son nom apparaît sur le mémorial de Valençay qui honore les agents du SOE exécutés et sur le mémorial de Brookwood dans le Surrey, en Angleterre. Odette Sansom, l'espionne qui a trompé la Gestapo et a survécu. Née Odette Marie-Céline Brailly le 28 avril 1912 à Amiens, en France, son enfance est marquée par une perte traumatisante. Son père, Gaston Brailly, héros de la Première Guerre mondiale, est mort des suites de blessures de combat alors qu'elle n'avait que 6 ans. Cette perte précoce a inculqué à Odette une conscience aiguë du sacrifice patriotique, une valeur qui guiderait ses décisions des décennies plus tard. À l'âge de 7 ans, elle a dû faire face à une autre épreuve formatrice. Elle a contracté la polio, une maladie qui l'a laissée temporairement paralysée et aveugle pendant des mois. Contre toute attente, il s'est complètement rétabli. Contrairement à d'autres agents comme Nour ou Nancy qui ont rejoint la guerre clandestine alors qu'ils étaient jeunes et célibataires, Odette était déjà mère de 3 filles lorsqu'elle a commencé sa carrière d'espionne. Mariée à un Anglais, Roy Sansom, elle s'était installée dans le Somerset, en Angleterre, menant une vie conventionnelle de femme au foyer jusqu'à ce que la guerre transforme son existence. Son recrutement au sein du SOE s'est produit par une coïncidence presque comique. En 1942, l'amirauté britannique avait lancé un appel public à photographie de la côte française qui pourrait aider à la planification des opérations militaires. Odette, qui avait conservé des photos de son enfance, a répondu à l'appel mais a envoyé par erreur les photos au mauvais service qui s'est avéré être un bureau secret du SOE. Cette erreur administrative lui a permis d'entrer en contact avec des recruteurs impressionnés par sa connaissance détaillée de la géographie française et sa maîtrise native de la langue. Lorsqu'on lui a proposé de devenir agent de terrain, sa famille s'y est farouchement opposée. Roy Sansom a soutenu qu'en tant que mère de 3 jeunes filles, sa place était à la maison. La mère d'Odette l'a elle-même supplié de considérer les risques. Après un entraînement intensif, Odette est affectée à la mission Spindle sous le nom de code Lise. Contrairement à Noor, parachuté, ou à Nancy qui traversa les Pyrénées à pied, Odette fut infiltrée par la mer le 31 octobre 1942 sur un bateau de pêche qui la débarqua sur la côte méditerranéenne française près de Cannes. Sa mission était de servir de messagère et de coordinatrice pour le réseau dirigé par Peter Churchill, sans lien de parenté avec le Premier ministre britannique qui opérait dans le sud-est de la France et dans les Alpes. Pendant des mois, Odette a opéré avec une efficacité remarquable, se déplaçant entre les villages alpins comme une citoyenne française ordinaire revenue dans son pays après le déclenchement de la guerre. Sa couverture était impeccable, son français parfait et sa connaissance des coutumes locales incontestable. Il a facilité le largage aérien de fournitures pour la résistance et a transmis des informations vitales sur les mouvements de troupes italiennes à la frontière. Durant cette période, Odette développe une relation amoureuse avec Peter Churchill, complexifiant la dynamique professionnelle, mais offrant aussi une couverture supplémentaire, celle d'un couple français ordinaire. Cette relation aurait des conséquences imprévues lorsqu'ils seraient tous deux capturés. Le 16 avril 1943, Odette et Peter sont trahis par un agent double, Hugo Bleicher, qui s'est infiltré dans leur réseau en se faisant passer pour un officier allemand dissident. L'opération qui a conduit à leur capture illustre la sophistication à laquelle le contre-espionnage allemand était parvenu en 1943. Bleicher ne s'est pas contenté de les arrêter, mais a construit une opération de tromperie élaborée qui a duré des semaines, créant un faux sentiment de confiance avant le piège final. La capture d'Odette marque le début d'un chapitre qui la distingue des autres agents. Son extraordinaire capacité de guerre psychologique au sein du système d'interrogatoire. Contrairement à Noor Khan, qui s'est réfugiée dans le silence, ou à Nancy Wake, qui aurait répondu par un défi ouvert, Odette a adopté une troisième approche, la manipulation tactique de ses interrogateurs. Dès le premier instant de sa captivité, Odette mit en œuvre une stratégie audacieuse. Elle prétendit que Peter Churchill était le neveu du Premier ministre britannique Winston Churchill, ce qui était faux, et qu'elle était son épouse. Ce mensonge apparemment simple avait un objectif multiple, protéger Peter en le présentant comme un prix potentiellement précieux pour de futures négociations et attirer l'attention des interrogateurs sur elle-même,
la détournant des autres membres de son réseau. Transférée à la prison de Fresnes, en banlieue parisienne, Odette fait face à l'un des interrogateurs les plus notoires de la Gestapo. Ernst Vogt, spécialiste du cassage des agents féminins. Les méthodes de Vogt combinaient la violence physique, arrachement des clous, brûlures au fer rouge, avec la manipulation psychologique, alternant brutalité et gentillesse calculée. Ce que Vogt n'avait pas prévu, c'était de trouver en Odette un adversaire tout aussi versé dans la guerre psychologique. Durant les séances de torture, elle a affiché un comportement qui a déconcerté ses ravisseurs. Elle ne criait pas, elle ne suppliait pas, elle réagissait à peine visiblement à la douleur. Cette apparente impassibilité contrecarrait le but même de la torture, briser la volonté par la peur et la douleur. Après des mois de ce jeu psychologique, les Allemands arrivèrent à une conclusion partiellement correcte. Odette ne céderait pas aux méthodes d'interrogatoire conventionnelles. Elle fut condamnée à mort pour espionnage, mais au lieu d'être exécutée immédiatement, elle fut transportée en Allemagne en juillet 1944. À ce moment-là, Paris était au bord de la libération et les nazis évacuaient des prisonniers de valeur vers le Reich. En Allemagne, Odette fut envoyée directement à Ravensbrück. C'est là qu'un autre aspect du système concentrationnaire fut révélé, sa fonction non seulement de centre d'extermination, mais aussi de lieu de détention pour les prisonniers spéciaux, Sonderhäftlinge, qui pouvaient être précieux comme monnaie d'échange. Le mensonge d'Odette sur la relation de Peter Churchill avec le Premier ministre britannique, combiné à son mariage avec lui, la place dans cette catégorie exceptionnelle. Contrairement à la plupart des prisonniers de Ravensbrück, qui étaient logés dans des baraquements surpeuplés, Odette était confinée dans une cellule d'isolement dans le bunker du camp, un bâtiment en béton séparé du complexe principal. Cet isolement, bien que psychologiquement brutal, la protégea des épidémies de typhus et de dysenterie qui décimèrent la population générale du camp. Elle fut également tenue à l'écart des sélections régulières pour le travail forcé ou les expériences médicales. Une autre fonction sinistre de Ravensbrück, où les médecins SS effectuaient des procédures pseudo-scientifiques sur des prisonniers, principalement polonais. Les conditions dans sa cellule étaient inhumaines, obscurité quasi totale, froid extrême, nourriture minimale et isolement sensoriel. Pendant des mois, le seul contact humain était les gardes qui venaient de temps en temps l'interroger ou la transférer vers d'autres établissements. Ce régime, conçu pour détruire la raison, devint paradoxalement le salut physique d'Odette. Alors que la guerre touchait à sa fin et que l'armée rouge avançait vers Ravensbrück en avril 1945, le commandant du camp Fritz Suren prit une décision qui allait changer la vie d'Odette et le cours de la justice d'après-guerre. Désespéré de se sauver, Suren l'a fait sortir clandestinement du champ de bataille avec l'intention de la remettre personnellement aux Alliés en signe de bonne volonté. Le 3 mai 1945, il se rendit avec elle sur les lignes américaines où il espérait négocier sa propre immunité. Le plan a échoué de manière spectaculaire. En atteignant les positions alliées, Odette révéla immédiatement la véritable identité de Suren et obtint son arrestation. Des années plus tard, Suren sera exécuté pour crime contre l'humanité, en partie grâce au témoignage d'Odette qui deviendra un témoin clé dans les procès de Hambourg contre les officiers de Ravensbrück. Libérée mais physiquement dévastée, elle avait perdu tous ses cheveux et ne pesait plus que 45 kilos, Odette fut rapatriée en Angleterre, où elle retrouva ses filles après 3 ans de séparation. Les médecins qui l'ont examinée ont été stupéfaits par sa survie, la qualifiant de miracle médical, compte tenu des conditions et de la durée de sa captivité. En 1946, Odette Sansom est devenue la première femme à recevoir la George Cross, la plus haute décoration civile britannique pour des actes de bravoure extrême. Sans précédent pour une femme vivante, cette distinction reflète non seulement son courage durant sa captivité, mais aussi l'importance de son témoignage ultérieur contre les criminels de guerre nazis. Odette Sansom est décédée le 13 mars 1995 à Walton-on-Thames, à l'âge de 82 ans. Son héritage perdure non seulement dans les décorations et les monuments, mais aussi dans sa contribution fondamentale à notre compréhension du système nazi du point de vue de quelqu'un qui non seulement l'a observé, mais l'a activement contesté, y a survécu et a finalement contribué à traduire ses auteurs en justice. Lilian Rolf, l'opératrice fantôme qui a trompé le Reich.
Née à Paris le 26 avril 1914, Liliane incarnait le cosmopolitisme européen que le nazisme méprisait tant. Son père, George Rolfe, un comptable britannique du Devon, et sa mère, Alexandra Stern, descendante de juifs russes, lui offrent une enfance entre les mondes et les langues. De cette éducation multiculturelle est née une femme réservée mais observatrice, qui évoluait naturellement entre différents environnements culturels. La vie de Liliane a pris une tournure inattendue en 1933, lorsque sa famille a déménagé à Rio de Janeiro, au Brésil. Là, alors que l'Europe sombrait dans les ténèbres du fascisme, elle a développé des compétences qui la prépareraient par inadvertance à son futur rôle. Travaillant comme archiviste à l'ambassade britannique, une partie de son travail consistait à surveiller les mouvements des navires allemands dans l'Atlantique Sud. Ce travail apparemment routinier lui a permis de comprendre le renseignement naval et de comprendre l'importance stratégique d'informations précises. Lorsque le Brésil rompit ses relations avec l'Allemagne en 1942, Liliane retourna en Angleterre avec une motivation claire. Contrairement à de nombreux agents recrutés par le SOE grâce à des relations personnelles ou à des coïncidences, elle s'est manifestée volontairement. Son profil, trilingue, avec une expérience dans la classification d'informations sensibles et une connaissance directe des territoires occupés, faisait d'elle une candidate exceptionnelle. En avril 1944, sous le nom de code Nadine, Liliane débarque sur le sol français avec une mission cruciale dans le cadre de l'opération Historian. Contrairement à Nancy Wake ou Violette Szabó, elle ne serait pas une organisatrice de sabotage direct ni une chef de maquis. Leur rôle fut tout aussi vital mais moins visible. Maintenir les communications entre la résistance du Loiret et Londres, notamment durant les jours cruciaux précédant et suivant le débarquement de Normandie. Ce qui distinguait Liliane sur le terrain, c'étaient ses prouesses techniques extraordinaires. Un émetteur radio dans la France occupée n'était pas seulement un appareil, c'était une condamnation à mort potentielle. Les Allemands avaient perfectionné des systèmes permettant de détecter les transmissions en quelques minutes. Là où d'autres traders succombaient à la panique et commettaient des erreurs fatales, Liliane travaillait avec une sérénité mathématique. Il a limité chaque diffusion à moins de 90 secondes. Il n'a jamais utilisé 2 fois le même endroit. Elle a développé un système de code secondaire que seule elle et son contact à Londres comprenaient parfaitement. Lorsqu'elle fut capturée le 31 juillet 1944 à Nargis, elle se trouvait au milieu d'une émission sur les mouvements des troupes Panzer vers la Normandie. Contrairement aux agents pris en possession de faux documents qui pouvaient maintenir une certaine couverture, le fait d'être pris en possession d'équipements radio constituait une preuve irréfutable d'espionnage. La Gestapo le savait, et elle aussi. Ce qui s'est passé avenue Foch révèle une autre facette du traitement particulier réservé par les nazis aux espionnes. Alors que pour les hommes, les interrogatoires visaient principalement à obtenir des informations opérationnelles, pour les femmes comme Liliane, ils incluaient une composante supplémentaire d'humiliation conçue spécifiquement pour leur rappeler leur place. Un officier allemand, décrivant plus tard le protocole d'interrogatoire des espionnes, a mentionné qu'elles doivent être traitées de telle manière qu'elles comprennent la perversité d'avoir abandonné leur rôle naturel. Dans le cas de Liliane, ces interrogateurs ont combiné la torture physique avec des attaques sur son identité de femme. Ils l'ont forcée à rester nue pendant des heures, se moquant de son corps. Ils l'ont privée de ses règles d'hygiène de base et se sont ensuite moqués de son apparence peu féminine. Cet aspect de dégradation fondé sur le genre était une tactique délibérée contre les femmes officiers. Si Denise et Violette ont partagé un destin commun avec Liliane à Ravensbrück, chacune a vécu le camp différemment. Pour Liliane, affaiblie par une pneumonie contractée lors des interrogatoires, le camp représentait une détérioration physique accélérée. Alors que les autres prisonniers de Nacht und Nebel étaient affectés à l'usine d'armement, Liliane alternait entre l'infirmerie de fortune et le travail forcé en fonction de ses capacités physiques fluctuantes. L'exécution de Liliane, Denise et Violette, le 5 février 1945, suivit le même protocole clinique que les nazis réservaient aux prisonniers spéciaux. Une balle dans la base du crâne, sans témoin ni procès verbal officiel. Mais même dans cette humiliation ultime, les 3 femmes ont laissé leur marque. Un garde du camp, interrogé après la guerre, a mentionné que les prisonniers britanniques marchaient debout et refusaient d'avoir les yeux bandés.
Le plus mince, probablement Liliane, est resté impassible jusqu'à la fin. L'attribution posthume de la mention élogieuse du roi pour conduite courageuse et de la croix de guerre française reconnaît officiellement son courage. Mais l'hommage le plus approprié à Liliane Rolfe réside peut-être dans les mots d'un opérateur radio londonien qui a reçu ces transmissions. Chaque point et chaque trait qu'elle envoyait était parfait, même dans ses derniers messages, alors qu'elle savait qu'elle était suivie. Ce genre de précision sous une pression extrême n'est pas seulement technique. C'est une forme particulière de courage qui n'a rien à voir avec la bravade et tout à voir avec l'excellence intérieure. Ou ça, Violette Sabot, l'espionne qui a affronté seule les nazis. Née Violette Reine Elisabeth Buchel. Le 26 juin 1921 à Paris, sa vie débute à l'intersection de deux identités qui symboliseront plus tard l'alliance contre le fascisme. Sa mère, Reine Leroy, était une provinciale française. Son père, Charles Buchel, un Anglais qui avait servi comme ambulancier pendant la Première Guerre mondiale. Ce double héritage lui a donné non seulement le bilinguisme parfait qui la rendrait précieuse en tant qu'agent, mais aussi une personnalité qui combinait des éléments culturellement attribués aux deux nations. La passion émotionnelle latine et la ténacité flegmatique britannique. Le tournant de sa vie se produit lors des célébrations du 14 juillet 1940 à Londres. Au milieu du bal, elle rencontre Étienne Sabot, un bel officier de la Légion étrangère française qui s'est échappé de la France occupée pour rejoindre les forces françaises libres. Le coup de foudre fut immédiat et le mariage fut rapide. Ils se marièrent seulement 6 semaines plus tard. Leur union sera cependant marquée par la séparation. Étienne fut envoyé sur le front africain presque immédiatement après le mariage. Violette, quant à elle, découvre qu'elle est enceinte. Le 8 juin 1942, elle donne naissance à une fille, Tania. 4 mois plus tard, le 24 octobre, Étienne meurt héroïquement à la bataille d'El Alamein, sans jamais avoir rencontré sa fille. Cette perte a transformé Violette. À 21 ans, veuve avec un bébé, elle recherchait la vengeance plutôt que la sécurité. « Je vais tuer des Allemands », a-t-il simplement dit à un ami de la famille. Cette motivation profondément personnelle la distingue des autres agents dont les raisons de rejoindre le SOE étaient plus idéologiques ou patriotiques. Pour Violette, la guerre était devenue intime. Elle avait le visage de l'homme qui lui avait été enlevé. Durant sa formation au sein du SOE, Violette a démontré des compétences qui ont époustouflé ses instructeurs. Elle était une tireuse d'élite naturelle, surpassant même les recrues masculines en précision avec un pistolet. Sa condition physique était exceptionnelle. Il pouvait marcher en tenue complète pendant des heures sans montrer de fatigue. Sa maîtrise du combat au corps à corps était particulièrement remarquable, où sa petite taille, à peine 1,63 m, devenait un avantage, lui permettant d'exécuter des locks et des takedowns avec une rapidité surprenante. Le 5 avril 1944, Violette est parachutée en Normandie pour sa première mission, sous le nom de code Louise. Leur objectif était d'évaluer l'état d'un réseau de résistance récemment compromis et d'établir de nouveaux contacts. Opérant à partir de fermes isolées et de petits villages, il réussit à recueillir des informations cruciales sur les défenses côtières allemandes et les mouvements de troupes, des données qui s'avéreraient vitales pour le débarquement imminent en Normandie. Après avoir accompli avec succès cette première mission, Violette retourne brièvement en Angleterre. Il a passé quelques jours avec sa fille avant de demander immédiatement une deuxième mission. Le 7 juin 1944, un jour seulement après le début du débarquement de Normandie, Violette débarque à nouveau en France, cette fois dans la région de Limoges. Sa mission, baptisée Salesman 2, était bien plus dangereuse que la précédente. Il devait non seulement recueillir des renseignements, mais aussi coordonner activement des sabotages pour empêcher le mouvement des renforts allemands vers les plages de Normandie. Les jours suivants ont révélé son extraordinaire capacité opérationnelle. Il a établi des contacts avec plusieurs groupes de maquis jusque-là dispersés, organisé des largages d'armes et participé personnellement à l'explosion d'un pont ferroviaire et d'une sous-station électrique. Contrairement à d'autres agents qui opéraient principalement comme agents de liaison ou transmetteurs, Violette assumait fréquemment le rôle de combattant direct. L'épisode qui allait sceller sa légende se produisit le 10 juin 1944, alors qu'il voyageait en voiture avec Jacques Dufour, un chef de la résistance locale. Alors qu'ils s'approchent d'un poste de contrôle allemand près de Salon-la-Tour, ils comprennent immédiatement que la situation est critique.
Le poste est lourdement armé et ils ont déjà été repérés. Ce qui suivit fut l'une des confrontations les plus extraordinaires impliquant une femme agent durant toute la guerre. Alors que Dufour tentait de s'échapper à pied, Violette prit la décision consciente de couvrir sa retraite. Armée seulement d'un pistolet mitrailleur Sten et de 8 chargeurs, elle affronte seule une unité allemande de plus de 20 soldats. Pendant près de 30 minutes, Violette a tenu les Allemands à distance, changeant constamment de position, tirant par rafales courtes et précises, les forçant à se mettre à couvert pendant que Dufour s'échappait dans un bois voisin. Des témoins le décrivent alternant les positions entre un arbre et un fossé, se déplaçant avec la fluidité de quelqu'un qui s'est entraîné intensivement au combat. Leur technique tactique, feu et mouvement, démontrait un niveau d'entraînement militaire qui laissait les soldats allemands perplexés. Ce n'est que lorsqu'elle eut épuisé ses dernières munitions qu'elle tenta de se retirer. Une chute malencontreuse lors de sa fuite lui a causé une entorse à la cheville qui a conduit à sa capture. Même alors, elle a sorti son pistolet de secours et a blessé un soldat avant d'être finalement maîtrisée. Les soldats qui l'ont capturée, à la fois stupéfaits et furieux de la résistance de la jeune femme, l'ont d'abord traitée avec brutalité physique. Cependant, un officier arrivé sur les lieux, reconnaissant leur valeur potentielle en tant que source de renseignement, a ordonné leur transfert immédiat vers des centres d'interrogatoire spécialisés. D'abord à Limoges, puis au tristement célèbre siège de la Gestapo, avenue Foch à Paris, Violette subit un régime d'interrogatoire particulièrement dur. Les rapports indiquent qu'elle a été soumise à des techniques connues sous le nom de torture renforcée, un euphémisme pour la torture qui comprenait une immersion prolongée dans de l'eau glacée, des décharges électriques et des simulations d'exécution répétées. La réponse de Violette à ces méthodes était unique parmi les agents capturés. Ni le silence de Nour, ni la manipulation psychologique d'Odette, mais un défi direct et provocateur. Cette attitude, loin de lui valoir la miséricorde, a intensifié la sévérité de son traitement. Un rapport interne de la Gestapo l'a décrit comme exceptionnellement dangereuse et mentalement indomptable. Cette classification a entraîné leur transfert rapide vers le système des camps de concentration où ils espéraient percer ce que les interrogateurs conventionnels n'avaient pas réussi à faire. Le 8 août 1944, Violette est déportée en Allemagne par le même transport qui transportait Denise Bloch et Lilian Rolf. Tous les trois furent envoyés directement à Ravensbrück où ils furent classés comme prisonniers Nacht und Nebel. Le 5 février 1945, Violette est exécutée avec Denise Bloch et Lilian Rolf. Les 3 femmes ont été emmenées dans l'arrière-cour du crématorium du camp et ont reçu une balle dans la nuque. Violette avait 23 ans et laissait derrière elle sa fille Tania, âgée d'à peine 2 ans et demi. Après la guerre, Violette Szabó devient l'une des femmes officiers les plus décorées. Il a reçu à titre posthume la Croix de George, l'une des plus hautes distinctions britanniques pour acte de bravoure, et la Croix de guerre française avec étoile de bronze. Son histoire a inspiré le livre Carve Her Name with Pride de R.J. Miney, 1956, adapté plus tard en film avec Virginia McKenna, qui deviendrait l'une des premières représentations cinématographiques populaires d'une espionne. Sa fille Tania, élevée par les parents de Violette, a consacré une grande partie de sa vie à préserver et à diffuser l'héritage de sa mère. En 2000, elle publie « Jeune, courageuse et belle », une biographie qui complète l'image héroïque de Violette avec des dimensions plus personnelles et intimes. En 2009, elle a fait don de la croix de George de sa mère à l'Imperial War Museum de Londres, où elle est exposée comme symbole du courage féminin en temps de guerre. Aujourd'hui, des monuments en son honneur se trouvent à Londres et à Wormelo Turn, dans le Herefordshire, où il a passé une partie de son enfance. Son nom figure également sur le mémorial de Valençay et au musée de la Résistance de Limoges, près du lieu où il a livré sa dernière bataille.